Bien, bonjour à toutes et à tous. Donc, Luc Gâteau, président de l'UNAPI. Je suis avec un nom comme ça, un Vendéen, pur beurre, que j'ai l'habitude de dire, de la côte atlantique, entre les Sables d'Olonne et Saint-Jean-de-Mont. Donc, le littoral, je connais bien les mêmes problèmes rencontrés que vous, monsieur le député. En tout cas, je suis ravi d'être parmi vous pour ces entretiens qui vont sans doute nous permettre de consolider ces relations entre les associations du handicap, les collectivités, les acteurs du logement. J'ai cette chance d'être aux côtés de la présidente de la FAGE et du président du SAMU social de Paris, pour introduire cette journée. Écoutez, nous sommes comme vous, animés par l'envie de faire de la lutte contre l'exclusion une priorité. Alors l'UNAPI, c'est une très grande union d'associations, puisqu'on en compte plus de 500 dans toute la France, y compris outre-mer. C'est une union qui défend depuis 60 ans, au quotidien, les personnes handicapées, qui défendent les personnes et les droits des familles, puisque nous sommes toujours majoritairement des parents qui suivent ces associations. Et nous faisons cette défense de droits pour être reconnus comme des membres à part entière dans la société. Récemment, nous avons engagé avec d'autres associations du secteur du handicap, et certaines sont parmi nous aujourd'hui, GIHP, l'UNIOPS, des réflexions autour de l'habitat. Le fruit de ce travail est un document qui propose une conception de l'habitat pour l'ensemble des citoyens. C'est cette conception que je souhaite partager avec vous aujourd'hui. La thématique de cette journée, construire aujourd'hui, être réélu demain, m'a fait sourire. J'ai même eu un peu de mal à la comprendre parce que je suis un ancien chef d'entreprise de bâtiment. J'ai plutôt eu l'impression qu'il fallait avant tout des constructeurs. Un maire bâtisseur est-il forcément un maire battu ? La question, la réponse, vous la connaissez certainement mieux que moi. Ce que je sais en revanche, c'est que cet adage, sans doute, peut être déconstruit. Mon intention aujourd'hui est de vous sensibiliser, de vous interpeller sur la nécessité de prendre en considération les difficultés rencontrées par les personnes handicapées quand se pose la question de l'accès au logement. Vous pouvez donner la possibilité à chaque personne de disposer d'un chez-soi. 2 textes ratifiés par la France affirment ce droit des personnes en situation de handicap. La Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la Convention relative aux droits des personnes handicapées, 2 textes qui consacrent le droit à une vie autonome et incluse dans la société. Qu'est-ce qui nous permet à tous d'exister ? C'est de se lever le matin, de saluer le voisin, c'est avoir l'opportunité d'aller chercher son pain. C'est de sentir la bienveillance des autres. C'est avoir un chez-soi. Être sans domicile fixe, être étudiant, être en situation de handicap, doit-il empêcher d'avoir les mêmes envies que les autres ? Aujourd'hui, quelles possibilités offre-t-on aux personnes handicapées ? Et surtout, leur donne-t-on le choix ? Non. Ce sont des parcours obligés, morcelés, et pour bon nombre d'entre eux,
ça peut être la rue. Ces personnes ont besoin de nous tous. Permettons-leur d'accéder à une vie digne. Une société solidaire doit renforcer sa cohésion sociale. Réfléchissons ensemble avant de construire. Vous, maires des communes, représentants des intercommunalités, bailleurs, avez un rôle majeur à jouer dans la création d'une dynamique sur votre territoire. Et nous, les associations, nous serons au rendez-vous pour bâtir les fondations de cette société de demain. Construisons cette relation de confiance ensemble. Faisons le pari d'une société ouverte qui reste vigilante au respect des droits des personnes les plus vulnérables. Pour terminer ce propos, je tiens à remercier chaleureusement pour cette invitation le président du comité d'organisation, Jean-Luc, ainsi que le maire de Bunus, qui nous accueille dans ce beau Pays basque. En tout cas, merci de m'avoir écouté. Passez une bonne journée. Alors j'ose, Pacha et Goulon, ça doit être ça, hein. Mais excusez-moi la prononciation. Merci. Écoutez, bonjour à toutes et à tous. Jean-Luc, encore une fois, merci pour l'invitation à intervenir aujourd'hui. Monsieur le maire, monsieur le député, merci de nous accueillir sur votre territoire aujourd'hui pour ces rencontres du logement. Donc, Orlane François, je suis présidente de la FAGE. La FAGE, c'est la Fédération des associations générales étudiantes, donc une organisation syndicale représentante du monde étudiant et aujourd'hui première organisation étudiante de France. Alors, je vais mettre des mots sur, je pense, une chose que tout le monde sait aujourd'hui. L'accès au logement autonome pour un jeune et pour quelconque citoyen d'ailleurs, c'est le premier levier d'action vers l'accès à l'autonomie, vers l'accès aux études, vers l'accès à l'emploi et vers l'accès à une vie qu'on a envie de construire et sur laquelle on a envie de pouvoir vivre aujourd'hui convenablement sur notre territoire. Aujourd'hui, il y a un constat. 175 000 logements gérés par le parc social du Crous, donc des logements étudiants, sur le territoire français. Environ 1,7 million d'étudiants, d'écohabitants. 50%, c'est le chiffre que représente la part du budget moyen du logement dans le budget mensuel d'un étudiant. Et les constats sont nombreux. Combien de jeunes aujourd'hui n'accèdent pas à un logement décent pour leur rentrée? Combien de jeunes ne trouvent pas de logement encore lorsqu'ils sont en apprentissage, lorsqu'ils accèdent à leur premier emploi? Et ce constat, aujourd'hui, il ne faut pas s'arrêter là-dessus et il faut essayer de trouver des réponses. Maintenant, j'ai une question aujourd'hui à vous poser. Pourquoi les étudiants, les jeunes et le parc HLM ne se marient pas comme ils devraient pouvoir se marier aujourd'hui et comme on devrait pouvoir se les faire marier dans les années qui arrivent? Alors, déjà, il ne faut pas se le cacher, l'image du parc HLM chez les jeunes, ce n'est pas la bonne image. On a souvent l'image, et les jeunes ont souvent l'image du parc HLM pour des familles très très précaires, et on ne s'inclut pas forcément dans l'image qui est renvoyée par les locataires et par les personnes qui vont occuper ces logements HLM. Et aussi, ne nous cachons pas quelles images ont les personnes qui possèdent des HLM, des jeunes et des étudiants. Pas forcément la bonne non plus, sur leur stabilité, sur leurs moyens de payer les loyers, sur leurs garants. Et ça, aujourd'hui, je pense que c'est un premier travail sur lequel on se doit d'avancer collectivement. Ensuite, d'autres freins existent. D'autres freins sont présents, notamment les délais d'attribution. En effet, le public jeune, il est assez hétérogène. L'étudiant, il va rester 3 ans, 4 ans, 5 ans dans son logement, voire moins. Le jeune, il change régulièrement d'emploi et de territoire. Et ce sont des vrais problèmes, parce que lorsqu'un jeune doit attendre 1 an et demi, 2 ans avant d'avoir une réponse pour son logement HLM, il a déjà changé de ville.
Aujourd'hui, ça c'est un vrai frein fondamental sur lequel il faut apporter des réponses. Et puis des d'occupation. En effet, le jeune, on ne va pas lui attribuer un logement à vie. Il n'a pas besoin de ça au début de sa vie, il n'a pas besoin d'avoir un logement où il sait qu'il va pouvoir y rester. Comment on permet d'avoir un logement HLM sur une durée plus raccourcie qu'une durée d'une vie, parce que ce n'est pas ça qu'on recherche pour le public qui est celui du public étudiant. Et puis, quelles offres aussi sont proposées dans le monde du HLM? On a souvent l'image d'un étudiant qui recherche un petit studio ou bien une pièce. Alors oui, ils existent, ces jeunes qui recherchent ce type de logement. Oui, il y a des volontés, il y a une nécessité, je pense, d'accélérer et de travailler sur la construction de logements HLM adaptés à un public qui cherche ce logement individuel comme les studios. Mais surtout, ce qu'on défend à la FAGE, c'est l'accès, y compris dans le parc HLM, et là, il y a un vrai enjeu, à la colocation. Comment on favorise l'accès à une vraie colocation dans le parc social HLM? Comment on permet aux jeunes, parce que la colocation, c'est aussi un moyen, et ça le prouve, d'une meilleure réussite, d'une meilleure sociabilisation, d'une lutte contre l'isolement social des jeunes, et on sait quels méfaits peuvent avoir justement l'isolement social sur un public comme un public étudiant. Il faut sortir de l'idée du logement comme un simple toit. Comment on construit un logement qui aujourd'hui doit remplir sa part sociale? Comment on permet à des jeunes de rencontrer de nouvelles personnes? Comment on permet à des jeunes d'échanger et de s'inscrire plus globalement dans leur société qu'ils ne le sont avant de passer dans le monde de l'enseignement supérieur ou bien de l'emploi? Et ça pose également la question du lieu de construction. Comment on sort également de l'idée de construire le parc HLM ou le logement social en périphérie de tout, dans des cités, en dehors de la ville? Non, on pense en tout cas que l'accès au logement social au cœur de la ville, au cœur de la cité, ce sont des réponses à apporter si on veut travailler sur les questions de mixité sociale, qui est souvent un mot qu'on entend aujourd'hui revenir sur le tapis. Alors, si on veut pouvoir avancer sur ces questions, il faut que, mesdames et messieurs, on se mette autour de la table et qu'on ait des discussions franches entre l'ensemble des acteurs qui peuvent avancer sur le sujet, parce que je crois qu'il y a urgence et je pense qu'ensemble, on peut apporter des réponses concrètes à cette situation très compliquée pour l'ensemble des jeunes que nous représentons aujourd'hui et qui ont une difficulté monstre à accéder à la question du logement. Si on arrive à avancer sur ces sujets, j'en suis sûre, l'avenir commun entre les étudiants et le parc HLM sera un bel avenir. Mais pour ça, entamons de réelles discussions et obtenons de réelles avancées pour l'accès des jeunes à ce logement social. Merci beaucoup. Bien, bonjour à tous et merci de votre invitation. C'est la troisième fois que je viens avec toujours autant de plaisir. Quelques chiffres clés pour un petit rappel, puisque je vais parler moi de la question des personnes sans domicile. La dernière enquête de l'INSEE date de 2012. Elle recensait 140 000 personnes SDF. En France, on estime aujourd'hui que c'est environ 200 000 qui sont des SDF sans domicile donc durable. Peut-être commencer par dire que, d'abord, qui sont ces personnes sans domicile? On a tous l'image, et c'est là que les choses deviennent très vite compliquées, on a tous l'image du clochard traditionnel, homme de plus de 50 ans, à la rue depuis très longtemps, avec des troubles divers. En fait, aujourd'hui, c'est plus du tout ça. La question des personnes sans domicile, c'est beaucoup de familles. C'est des jeunes, c'est des travailleurs pauvres, ils sont 25% dans les centres d'hébergement. Les jeunes, on vient d'en parler, ils sont 16% qui appellent le 115 régulièrement. C'est les personnes âgées, plus de 60 ans. Et puis, ce sont aussi des femmes victimes de violences, des femmes seules. Ça veut dire des histoires singulières, pour certains avec le besoin d'un accompagnement sur le long terme, d'un accompagnement que je qualifierais de médico-social, à la fois sur le plan sanitaire et sur le plan social. Et puis pour d'autres, ils sont là, mais on peut aller beaucoup plus vite à les réinsérer dès lors que le système fonctionne, mais je vais y revenir. Et on voit bien que ces histoires singulières, on peut facilement les faire avancer dès lors qu'on
qu'on y travaille un peu plus. J'explique. Au SAMU social, par exemple, on a recruté un travailleur social qui s'occupe des personnes de plus de 60 ans. Et depuis qu'il est là, il travaille avec nos services, mais aussi avec les autres associations parisiennes, eh bien, on a réussi à décoincer des sujets qui ne marchaient pas pour ces personnes, d'accès à des maisons de retraite, à des EHPAD, parce qu'on a aussi des gens qui ont plus de 75 ans en hébergement aujourd'hui, parce que, en fait, le sujet est souvent de décloisonner et de changer le regard. Voilà. Je suis dans une maison de retraite, pour moi le SDF, c'est le clochard alcoolique qui va venir me perturber mon centre. Donc si j'arrive à démontrer que, c'est pas que ça, et deux, qu'on peut accompagner tout ça, les choses se décoincent. Et on a réussi depuis une année maintenant à vraiment régler des situations de gens qui étaient enquistés depuis des mois, voire des années, dans le système de l'hébergement. Donc prendre en charge la singularité, c'est quelque chose d'important. Et de la même façon, avec d'autres, on voit bien que c'est souvent qu'un problème social qui peut se régler très facilement dès lors qu'on s'occupe particulièrement de ce sujet. Évidemment, dans un système qui est complètement embouteillé aujourd'hui, la crise migratoire, dite migratoire de 2015, a créé de la porosité. Aujourd'hui, la Fédération des acteurs de la solidarité estime qu'il faudrait créer 40 000 places dans le dispositif national d'asile pour que, là aussi, les demandeurs d'asile et les réfugiés puissent trouver leur place dans le système. Mais surtout, ce qui est notre souci principal, et Christophe Robert est parti, mais la Fondation Abbé Pierre le dit dans ses rapports, aujourd'hui on a environ 4 millions de personnes qui sont sur une espèce de fil et qui demain peuvent basculer pour des raisons de perte d'emploi, de perte de logement dans ce système. Donc on voit bien que on est dans un système qui continue à s'alimenter parce que un sujet principal, c'est le sujet du logement et de l'accès au logement. Alors, que faire ? Hier, au 115, c'est 1300 personnes qui ont appelé, dont à peu près 30% d'enfants que nous n'avons pas pu prendre en charge. Le soir même, j'avais l'assistance publique qui me racontait qu'ils n'arrivaient pas à faire sortir de leur maternité des femmes qui venaient d'accoucher parce que sinon ils les remettaient dehors avec des nouveau-nés, donc c'était pas possible. Voilà, on est dans ce système-là. Et puis des milliers de demandeurs d'asile dehors, à Paris, mais c'est vrai aussi à Nantes, à Toulouse et dans d'autres grandes villes. Une situation donc extrêmement préoccupante, et je dois dire qu'après 6 ans de présidence du SAMU social, je fais un bilan assez amer, parce que même si des places se créent, elles sont largement insuffisantes, le système est bouché, des conditions d'hébergement se dégradent, parce qu'aujourd'hui, pour créer des places, on joue beaucoup sur le redéploiement budgétaire, et le redéploiement budgétaire, ça veut dire de fait une dégradation des conditions de prise en charge et de l'accompagnement qu'on peut proposer aux personnes. Voilà. Et c'est vrai que nous considérons, nous, qu'héberger, c'est aussi prévenir des situations qui se dégradent et qu'on ne peut pas raisonner uniquement sous un angle budgétaire sur ces sujets. Alors la volonté politique affichée, je pense que Julien de Normandie en reparlera cet après-midi, c'est le logement d'abord. Le logement d'abord, ça veut dire quoi ? Ça veut dire éviter de faire tourner les gens dans un système où ils ont quelques jours d'hébergement, ils sont remis à la rue. Ça, c'est ce qu'avait fondé le SAMU social il y a 25 ans. Et puis, c'est le principe que plutôt que faire des parcours où les gens avancent progressivement à partir des sas divers et variés qu'on a inventés pour combler cette absence de logement, mettre les gens directement dans un logement, c'est peut-être plus efficace dès lors qu'il y a un plateau d'accompagnement qui est avec eux. Et effectivement, on a fait une expérience depuis 3 ans qui a été extrêmement positive de prendre des personnes très désocialisés, à la rue depuis longtemps, avec des problèmes d'addiction qui étaient souvent liés à des problèmes aussi de santé psychique, et en les installant dans des logements avec un plateau technique médico-social d'accompagnement, on s'aperçoit qu'au bout de 3 ans, parce qu'on a évalué ce dispositif, 85% des personnes, non seulement sont dans leur logement, vivent comme à peu près nous tous ici, et en plus ont entamé souvent un processus de soins de manière assez naturelle. Donc oui, mettre les gens dans du logement, c'est souvent mieux que ces parcours en escalier que nous proposons, faute de mieux. Mais en même temps, pour avancer vers cette logique-là, il faut des logements, ça on en manque cruellement. Alors, effectivement, tout ça n'avance pas pour plusieurs raisons que j'ai déjà évoquées, hein. On a un coût du logement qui explose en zone tendue, avec un manque clair de logements accessibles.
Je vous le disais, 25% de travailleurs pauvres dans nos centres d'hébergement. Ça veut bien dire que ce sont des gens, on va dire, qui devraient être dans le logement et qui se retrouvent dans l'hébergement, faute d'accès possible, en tout cas dans les zones tendues. On a une concentration sur les territoires comme l'Île-de-France, donc ces territoires qui sont tendus parce que les gens viennent y chercher du boulot. On a une demande qui continue d'augmenter régulièrement sur fond de crise mondiale. Et puis, on a des aberrations, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur les 45 000 personnes que nous prenons chaque jour en charge en famille dans les hôtels d'Île-de-France, 45 000, 40% sont là depuis plus de 3 ans, et pour certains, ils sont en droit incomplet, ce qui ne veut pas dire qu'ils sont sans papier, ça veut dire qu'il y a quelques points qui manquent pour que leur dossier soit régularisé et qu'ils puissent, je dirais, s'intégrer de manière ordinaire, pouvoir bosser et puis pouvoir demain sortir de ces systèmes. Voilà, un petit chiffre supplémentaire. À Paris, au moment de la nuit de la solidarité, vous savez qu'on organise, avec la ville de Paris organise, et d'autres villes maintenant d'ailleurs, depuis 2 ans, un décompte très précis des personnes à la rue. Eh bien, au moment où un maximum de places étaient mobilisées pour l'hiver, c'était en février, il y avait 23 000 places en place à Paris. On a encore comptabilisé plus de 3 600 personnes dehors, mais réellement dehors ce soir-là. Donc ça veut dire qu'on a encore du boulot. Donc si je résume, il y a un delta entre la création de places et les besoins. Il y a un problème majeur de fluidité du système. Et puis, c'est ajouté la crise migratoire et la porosité entre les publics. Alors, sur les communes, nous, notre souci quotidien, il est simple. Ceux qui ont déjà beaucoup de logements sociaux nous disent, nous, notre souci d'abord, c'est de rééquilibrer. Et puis ceux qui n'ont pas de logements sociaux ont tendance à nous dire, on n'en veut toujours pas. Donc on est un petit peu coincé. Et c'est vrai qu'une question que je trouve intéressante de se poser aujourd'hui, c'est est-ce qu'il faut imposer ou est-ce qu'il faut faire de la pédagogie et convaincre ? Moi, j'estime que la loi SRU a fait bouger les lignes. J'estime aussi, si je reviens à la crise migratoire, qu'à ce moment-là, par nécessité, et Emmanuel Cos pourrait le dire mieux que moi, il y a eu une volonté politique forte, même si elle n'était pas très affichée, mais dans les faits, il y avait une volonté politique qui a fait qu'on a imposé au forceps de pouvoir accueillir cette vague qui est arrivée en 2015 et que finalement, passé les premières réserves, eh bien, les communes se sont adaptées. On a vu d'énormes élans de générosité. Moi, j'ai triplé mon nombre de bénévoles au sein d'Aurore, des gens qui venaient faire d'autres devoirs, etc. Et on voit que finalement, cette intégration, elle s'est faite, je regarde mon collègue d'Adoma, elle s'est faite de manière finalement plutôt sereine et plutôt saine, passer les premières réticences. Ça veut dire quand même que quand on a cette volonté de bien répartir, eh bien, les choses peuvent se faire. Donc je pense qu'on doit imposer cette idée que chacun doit prendre sa part. Et puis c'est à nous, après, opérateurs associatifs, de montrer notre capacité à intégrer le territoire. On s'est installé il y a quelques 3 ans maintenant, en Seine-et-Marne, dans un petit hameau. On n'a pas été très bien accueillis au départ. C'est un SDF qui arrive dans un hameau qui fait à peu près le même nombre d'âmes. Et puis après, on a démontré que on mettait en place une navette et que du coup, cette navette, elle profitait aussi aux habitants du hameau. Et puis, on a vu avec la commune qu'on pouvait faire un peu d'entretien, des espaces verts, etc. Aujourd'hui, voilà, on fait des fêtes, tout le monde arrive et on est complètement intégré. Donc, c'est aussi notre capacité à nous ouvrir à notre environnement. Alors, je fais 3 propositions dans ce démarrage. D'abord, je pense qu'il faut dire que le logement social, aujourd'hui, c'est plus les grands ensembles. Il faut donc défendre cette idée d'installer des microstructures encadrées de type ce qu'on appelle les pensions de famille ou les résidences sociales. La deuxième chose, c'est que je pense qu'il faut travailler à mieux répartir l'ensemble des personnes sans domicile sur le territoire. Il y a un programme qui est en train de se mettre en place suite à des expériences qui ont été faites en province avec des villes comme Aurillac, moi j'en ai fait une à Aurillac, où on s'aperçoit qu'en province, il y a du logement évidemment, et il y a du boulot, il y a des gisements d'emploi aujourd'hui, et donc en accompagnant bien les gens, on peut les convaincre qu'ailleurs, l'herbe peut être aussi verte. La troisième chose, c'est qu'il faut peut-être inventer des systèmes nouveaux. Je vous en donne un. On a parlé d'ailleurs hier dans les débats des tiers-lieux. C'est vrai que quand on ouvre nos centres et que dans ces centres, on ramène
des porteurs d'emploi, des chefs d'entreprise, qu'on ramène de l'animation et que finalement le voisin peut venir boire un coup, échanger avec les personnes, on s'aperçoit que ça marche bien. Nous, on l'a fait à Paris, d'autres l'ont fait ailleurs. On voit que ça commence à se dupliquer, ces tiers-lieux solidaires, où on met aussi cette partie hébergement. Eh bien, c'est une façon aussi de démontrer aux maires qu'on va amener une dynamique dans leur ville, qu'on va permettre à la petite start-up locale de se développer. Donc, on pense que c'est des choses qui peuvent aussi nous aider et nous faciliter la vie dans ce contexte. Voilà, alors, ce que je voudrais dire, et puis je m'arrête là, c'est que oui, l'État est responsable de l'hébergement et du logement aujourd'hui, il est responsable de la mise en place d'une politique publique cohérente, mais c'est aussi l'affaire de tous, c'est aussi l'affaire des élus, évidemment. C'est aussi l'affaire des citoyens. C'est évidemment l'affaire des associations et des personnes concernées qu'on essaie de plus en plus d'impliquer dans nos systèmes. Donc, moi, ce que je suggère, c'est qu'on organise prochainement une conférence de consensus nationale qui permettrait demain de mieux associer l'État, la ville, les départements, les associations, les citoyens, les bailleurs sociaux, pour sortir de cette spirale qui laisse des milliers de gens sur le trottoir. Merci. Merci.